Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bascule. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes inspirantes et inspirées pour comprendre comment et pourquoi elles sont devenues ce qu'elles sont devenues. En gros, quels ont été leurs points de bascule, mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans leur cerveau et quelles leçons pouvons-nous en tirer afin de nous construire, nous aussi, une vie pleine de sens. Quant à moi, je m'appelle Simon, je suis coach et j'aide les salariés et les dirigeants à avoir un travail au service de leur vie et non une vie au service d'un travail. Trêve de blabla, je vous laisse avec ma conversation. Bon épisode. Salut Jean-Charles, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, super. Merci Simon. Alors, en quelques mots, j'ai 31 ans, je suis créateur de contenu actuellement. J'écris un livre sur la vie intentionnelle, dont je pourrais peut-être expliciter un petit peu le Mhm. propos plus tard. Ouais. Et en ce moment, j'aime bien présenter par objectif. J'essaie de créer un solo business autour de mon développement personnel, ma philosophie et mes centres d'intérêt. Mhm. Et j'aimerais dans les prochaines années, ouais, c'est un chiffre un peu arbitraire, mais prouver que je peux atteindre le million de chiffre d'affaires avec ce solo business. Et Ok, donc c'est vraiment un des objectifs donc, que je prends au sérieux, la création de contenu, l'écriture et le solo business. ok. Et qu'est-ce que tu faisais avant de faire ça? Comment t'en es arrivé là? Ouais. Alors ça dépend jusqu'à où on remonte. Oh, je sais pas, quand t'avais 5 ans. Non, J'avais 5 Euh, ans. non, je sais pas. Euh, on va J'ai- dire le début de la vie adulte peut-être? Ouais, alors, je vais commencer un peu avant. Ouais, ok. À- Si je vais un peu plus loin très rapidement, Mhm. depuis que je suis petit, je vais quand même revenir assez loin au Ok, final. ouais. Depuis que je suis petit, donc je parle de la primaire, Ouais. je sens que j'ai envie de faire des choses importantes, des choses qui comptent. Et je pensais que j'allais avoir une vie un peu différente des gens autour de moi. Je ne saurais pas trop l'expliquer. Mhm. Je ne sais pas si tout le monde se dit ça, c'est peut-être le cas. Mais c'est quelque chose que je me disais. J'étais assez dur avec moi-même et j'étais assez dur avec les gens autour de moi quand ils ne savaient pas des trucs qui me paraissaient évidents. Ouais. Euh, J'avais lancé des mini-business quand j'étais petit, du style aller vendre mes jouets au porte-à-porte, tu vois, pour pouvoir acheter des bonbons, des trucs comme ça, enfin, des trucs de gamin, tu vois, mais Ouais. j'avais ce côté toujours un peu, tu vois, entrepreneurial, on va dire, même tout petit. Et, euh, et en fait, pour aller plus loin, j'ai toujours aussi été assez obsessionnel dans les activités que je fais. Ok. Par exemple, quand je faisais du basket, alors, je faisais du tennis, mon sport c'est tennis, mais j'ai fait pas mal de basket aussi. Mhm. J'étais obsédé par mon tir, mon shoot, comme on dit au basket. Ok, ouais. J'ai passé des heures et des heures, même sous la pluie, à aller faire des tirs pour m'entraîner, pour maîtriser à la perfection un geste. Je Mhm. faisais ça avec le skateboard aussi, maîtriser les figures. Enfin, toujours ce côté un peu obsessionnel. Donc ça, c'est un trait qui m'a suivi dans l'adolescence. Ok. Et arrivé à 15-16 ans, Mhm. l'école m'ennuyait profondément. Et plusieurs événements ont fait que, je pourrais détailler ou non après selon ce que tu me demanderas de faire, mais en tout cas, il y a des événements qui ont fait que j'ai arrêté de m'intéresser à l'école vers Mhm. 15-16 ans Ok. et je me suis intéressé à d'autres voies que je pouvais trouver pour exploiter mon potentiel, me développer, etc. Mhm. Et c'est là que j'ai découvert le poker en ligne à 16 ans. Ok. Et c'était ma première activité vraiment significative. Et j'étais joueur de poker donc de mes 16 ans à mes 22-23 ans. Mhm. Et ça a été, je considérais, quand j'avais eu 18-19 ans, que c'était mon activité principale bien avant mes études. Ok, d'accord, ouais. Ça, c'était une première phase que j'ai eue. Alors, je ne sais pas si tu veux que je rentre dans le détail ou si tu veux que je poursuive. Bah, non, tu peux entrer dans le détail. On va prendre justement le temps pour bien comprendre qu'est-ce qui t'amène à faire telle chose. Ouais. Et bah, tu vois, quand j'ai 16 ans, je suis pas un super étudiant, enfin, comment dire, un super lycéen, mais j'ai pas trop de problèmes dans l'absolu. Mhm. Alors j'en ai déjà parlé quelques fois, mais j'ai un double événement. Il y a ma grand-mère qui tombe malade gravement, elle a un cancer incurable. On sait que ça va être la fin dans quelques mois. Ok. Ouais. Et moi, j'ai grandi avec ma grand-mère en partie. Quand j'étais petit, j'étais à Mhm. l'école primaire dans leur ville, enfin de mes grands-parents. Et ça m'a énormément marqué cette époque. Et ça a eu, alors, il n'y a pas eu que ça, il faut pas se trouver des Mhm. excuses non plus, mais ça a eu un impact sur ma seconde que j'ai Ok. redoublé. Mhm. Et j'aimais déjà pas trop l'école, même au collège. Et là, j'ai vraiment rupture totale quand je me suis rendu compte qu'en quelques mois, en fait, en ayant mes notes qui descendaient de manière catastrophique, Mhm. le regard des gens sur moi qui changeait. Donc, je parle des Mhm. profs,
Ouais. le conseil d'orientation, ta famille, tes camarades de classe, tes soi-disant potes aussi, Ouais. et éventuellement tes vrais potes qui restent des potes. Et en tout cas, tu vois que ça a un impact sur le regard, comment les gens te jugent en fait. Mhm. Ça m'a pas mal marqué. Et je pense que du coup, quand j'ai redoublé pendant la période de l'été, la période des vacances scolaires, j'ai exploré plusieurs choses, les échecs. Notamment, je me suis rendu compte que c'était pas possible d'être un grand joueur d'échecs en commençant si tard, à 16 ans. Mhm. Ok. Alors qu'à l'inverse, au poker, j'avais 2 ans d'avance parce que tu n'es pas censé commencer avant d'être majeur normalement. Oui, Donc, j'imagine. Ouais. c'est marrant parce que les gens ne font peut-être pas le lien, mais c'est deux Mhm. jeux qui nécessitent pas mal de ressources cognitives. Mhm. Enfin, il y a pas mal de points communs entre les joueurs d'échecs et de poker. Et du coup, là, ce que j'ai pas fait aux échecs, je vais le faire dans le poker. Et pour moi, alors voilà, c'était une longue expérience, 6 années cette année, tu vois, en ligne, Mhm. à travailler sérieusement pour après fin de ma vie dans un jeu où mon ambition était de devenir le meilleur possible, en tout cas la meilleure version de moi-même, comme on dirait. Mhm. Et, et ouais, puis j'ai eu la chance, c'est plutôt bien passé. J'ai pu vivre de ça, en tout cas pouvoir dégager des revenus. Et surtout, ça m'a appris énormément de choses, pas mal de modèles mentaux que j'ai pu développer aussi, des modèles de pensée que je peux Ouais. réexploiter dans d'autres domaines maintenant. Ok. Donc, je considère encore aujourd'hui que c'était l'expérience la plus importante de ma vie quasiment, le poker. Mhm. Plus que ce que j'ai fait après encore. Ok. Et est-ce que tu gardais le côté un peu pointilleux, très méthodique? Tu veux dire du poker? Ouais, enfin, parce que tu disais que avant du coup de faire du poker, tu étais un peu pointilleux, ou en tout cas l'envie de bien faire ton shoot au basket, ton Ouais. flip au skate peut-être. Est-ce que tu Ouais. gardais ça? Alors, alors, je ne sais pas comment répondre. J'allais dire oui et non, parce que mon point faible au poker a été de ne pas avoir été quelqu'un de très assidu, à avoir une capacité de jouer énormément tous les jours, en tout cas Ok. tous les mois, en nombre d'heures, je Mhm. parle. Ouais. J'étais plus passionné par le jeu, la théorie, les échanges que je pouvais avoir avec les gens avec qui je échangeais au quotidien. Mhm. J'ai fait une belle petite communauté de joueurs sur Skype à l'époque. Ok. Mais aller derrière mon ordi et jouer 4, 6, 8 heures par jour, c'était pas trop ma passion. Mhm. Et donc, du coup, j'ai pas eu ce côté obsessionnel avec le poker. Ok, d'accord. Ouais. Paradoxalement, tu vois. Là, c'était plus un kiff intellectuel, le poker, qu'un Mhm. kiff physique, on pourrait dire. Ok. C'était plus cérébral que physique. Mhm. Mais par contre, ça m'a énormément travaillé je sais pas pourquoi, mais je pensais beaucoup à comment j'allais pouvoir exploiter ce que j'apprenais au poker dans d'autres domaines de ma vie. Mhm. Je savais Ouais. pas du tout dans quel domaine, mais je trouvais qu'il y avait des choses qu'on développait en tant que joueur de poker qui étaient vraiment puissantes. Mhm. Je donne un exemple pour que ce soit plus concret. Euh, Maintenant, dans ma vie, je suis capable de récolter de la data très vite dans n'importe quelle situation. Je sais qu'en Mhm. fait, récupérer la donnée et pouvoir l'exploiter, c'est quelque chose de fondamental. Ça peut être quand tu fais du business, ça Mhm. peut être quand tu rentres dans une pièce, je sais pas, dans un bar et tu repères le meilleur spot tout de suite. Enfin, tu vas récupérer plein Ouais. d'infos. Dans plein d'endroits dans la vie, récupérer la data, c'est utile. Ok. Et du coup, moi, j'ai cette capacité grâce au poker de récolter assez vite de la synthétiser et de l'exploiter de la manière la plus utile possible. Donc, je fais pas exprès, en fait, c'est que dans n'importe Mhm. quelle situation, quasiment, j'ai ce modèle qui se met en route Mhm. j'analyse et j'en tire une conclusion, quoi. Et tu veux dire que tu as réussi à faire ça en... Comment tu peux... Comment le... Enfin, parce que moi, je connais rien en poker. Comment le poker peut permettre de développer ses compétences-ci? Alors, je sais le plus clair possible. Au poker, en fait, celui qui a le plus d'informations Ouais. a le plus de chances, en fait, de bien jouer dans chaque situation qui se présente. Ok, C'est d'accord. un jeu d'informations incomplète, parce qu'on ne Mhm. connaît pas les cartes de son adversaire. Ouais. Il y a plein de manières de récolter de l'information de manière plus qualitative que son adversaire. Ok. Alors, c'est pas la seule qualité qu'il faut développer, mais il y a quand même cet aspect-là. Mhm. Et il y a des formats de jeu, mais là, c'est peut-être un peu trop technique, qui nécessitent encore plus de récupérer de la data rapidement euh, et de savoir l'exploiter en fait, en faisant des hypothèses. En fait, on fait beaucoup d'hypothèses, Mhm. mais les hypothèses partent de la data, et plus ta data est bonne en qualité Mhm. et t'en as en quantité, Ouais. le plus tu es à même de prendre des bonnes décisions, à condition de savoir les interpréter correctement. Donc, Ok. c'est quand même assez complexe, tu as pas mal Ouais. de choses à maîtriser. Mhm.
Mais tu vois, moi, vu que j'étais quand même stimulé intellectuellement par le poker, bah, c'était quelque chose qui me faisait beaucoup réfléchir quand j'y jouais. Mhm. Pour donner un exemple, au poker, on utilise ce qu'on appelle des trackers, ce qui est un Ouais. équivalent, on va dire, à Google Analytics, tu vois, dans le business. Mhm. Et du coup, sur Internet, on pouvait traquer, quand on jouait aux tables, les datas qu'on sectionnait et qu'on voulait traquer de nos adversaires. D'accord, ok. Donc, je pouvais dire, dans telle situation, Simon, tu as tendance à jouer de telle manière parce que mon Mhm. tracker me dit ça, en fait. Tu vois. Et en Ah, c'est fonction de cette fou. info, je vais jouer différemment Mhm. selon l'adversaire. Ok, ça c'est fou. Et donc, toi, tu imagines ça à 17 ans Ouais. sur 8 tables en même temps sur ton Mhm. ordi, une décision toutes les 15 secondes, enfin même toutes les 5 secondes. Mhm. Et du coup, il faut être capable de prendre rapidement des décisions, récupérer énormément d'infos pour pouvoir prendre Mhm. ces décisions rapidement. Et toi, c'est comme des gens qui jouent à, à des MMORPG, tu vois. Ouais. Mhm. Des jeux vidéo, tu vois, qui demandent énormément aussi Ouais. des StarCraft, des jeux comme ça, qui demandent Mhm. énormément de capacité d'engranger de l'information et de l'exploiter. Donc Mhm. voilà, c'est Carrément. un exemple concret, je pense, pour Ok, ouais. résumer. Ouais, je pense que ça parle beaucoup plus. Et donc là, donc, tu as fait ça jusqu'à tes 23, c'est ça? Ouais, 22, 23, c'est 22, ça. 23 ans. Ouais, à peu près. Et comment tu as vécu cette transition de, on va dire, de lycéen à jeune adulte qui a peut-être déjà, du coup, une profession peu habituelle par rapport aux personnes de son âge? Ouais, bah, du coup, c'est marrant parce que quand on en parle aujourd'hui, le poker, ça a l'air cool dans mon parcours. Quand Ouais. on dézoome à 31 ans maintenant. Quand j'étais dans le poker, c'était pas vraiment bien perçu par ma famille. Mhm. C'était pas forcément compris par mes amis. Ouais. La seule chose qu'ils voyaient, c'est que je gagnais de l'argent et plus d'argent qu'un lycéen, Ouais. qu'un étudiant. Mhm. Forcément. C'était pas très dur en même temps, mais en tout cas, du coup, j'étais Mhm. aisé pour un. J'étais un étudiant riche, comme je disais Blazier en Mhm. rigolant. Euh, donc moi, ce que je constatais surtout, c'est que ça créait un fossé entre la voie classique, où je Mhm. voyais mes potes qui étaient à fond dans les études, qui disaient c'est important les Ouais. études, ma famille qui disait bah, faut quand même faire des études, etc. Et moi qui me disais bah non, en fait, je me suis en train de me créer une voie alternative. Mhm. Je me voyais déjà pas à partir de 16 ans être salarié. À Ouais. 22 ans, je me voyais encore moins. Alors, quand je dis salarié, c'est au sens voie classique, avec les Mhm. études, etc. Je me voyais pas du tout faire ça. Et j'avais une expérience aussi en stage que j'avais fait pendant un BTS. J'avais fait un BTS à un moment, c'est pas très assidu, mais en tout cas, j'étais inscrit à un BTS. Mhm. Et là, c'était la confirmation que c'était pas possible pour moi. En Ouais. tout cas, c'était pas vers quoi je voulais aller. Donc, le poker a confirmé cette tendance que j'avais et m'a prouvé aussi que j'étais capable d'être performant dans un domaine et que si je m'en donnais les moyens, en fait, bah, je serais certainement capable d'être indépendant Mhm. professionnellement, financièrement. Ouais. Et j'avais aussi ce désir de réaliser des choses qui comptent d'une certaine manière, ce qui expliquera la suite du parcours. Mhm. Euh, et aussi d'avoir une indépendance totale, une liberté, ce que j'appelais totale à l'époque. Ouais. On sait bien, c'est comme la définition de la liberté, c'est un vaste sujet et elle Ouais. évolue sans doute avec le temps. Mais aussi, il y avait aussi cette dimension géographique que je voulais tester, enfin, liberté géographique. Mhm. Donc ouais, pendant ma vie qui a été très formateur, tu vois. Je, Mhm. Ouais, j'imagine, ouais. ouais, très heureux d'avoir vécu ça. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup après? Ouais, alors, à 22 ans, 23 ans, il y a une transition un peu douce, c'est pour ça que je dis 22, 23. Mhm. Je commence un peu à me lasser du poker. Euh, Ok. En gros, faut imaginer, je ne sais pas, je suis peut-être dans le top, disons, le top 1% des joueurs, donc je peux vivre du poker. Mhm. Par contre, je suis très très loin de rentrer dans le top 0,1% ou Ouais. 0,01%. Donc le top français, top français ou top mondial. Ok. Et à ce moment-là, j'ai deux choix. Soit je prends ça comme un jeu et je fais les efforts nécessaires pour essayer de l'atteindre. Mhm. Soit bah, je trouve autre chose, quoi, ou je fais une transition. Et j'avais pas la rigueur à l'époque et la maturité, je pense, pour prendre le jeu suffisamment comme un professionnel. Mhm. Et donc, je pense, ça, tu rajoutes la lassitude un petit peu de ça fait 6 7 ans que je joue. Je commençais aussi à me poser des questions sur le sens. Mhm. Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je joue au poker? Mhm. Qu'est-ce que j'apporte à la société? Comment je me projette si je joue encore au poker pendant 3 ans, 5 Ouais. ans, 10 ans? Et j'avais du mal à me voir encore faire que ça, entre guillemets. Mhm.
Et en parallèle de ça, bah, tu vois, on est en 2013, 2014. Donc, c'est un peu plus tard que The Social Network, qui est sorti en Ouais. 2010, le film sur Facebook. C'est l'époque où The Family arrive aussi avec ses vidéos sur YouTube. Mhm. Et je commence à m'intéresser à l'entrepreneuriat, en fait. Alors, via Olivier Roland, dans un premier temps, avec son Ok, blog ouais. des livres pour changer de vie, qui m'a Mhm. fait découvrir Tim Ferriss, semaine de 4 heures, et tous les livres un peu de dev perso que Mhm. tout le monde a, enfin, tout le monde a au moins lu un de Ouais. ces livres-là, les classiques. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé au monde des startups. Ok. Et j'ai préféré à l'époque, c'est vraiment, quand j'y réfléchis maintenant, je pense qu'il m'a attiré plus par dans le monde des startups que par exemple l'infoprenariat à l'époque, comme Olivier Roland. Mhm. C'est le côté un peu légendaire, comme disait Oussama, des startups, Ouais. le côté tu peux monter un truc énorme. Mhm. Et moi, dans monter un truc énorme, je voyais surtout, du coup, il faire beaucoup de choses et tu vas apprendre énormément sur le chemin. Mhm. Oui, Et et je pense que changer le monde aussi, marquer l'histoire. ouais, il y avait un petit délire un peu mégalo Mhm. aussi, changer le monde. Euh, et je pense que la vraie motivation première, elle était avoir un terrain de jeu avec aucune barrière à l'entrée Mhm. et où j'ai l'impression que ça dépendait de moi, pas pour le résultat final, mais pour la progression que j'allais avoir dans ce Ouais. milieu. Et je Ok, ouais. sentais que les gens progressaient vite, Mhm. ceux qui avaient l'air performants. Et moi, je trouvais ça trop bien en fait de me dire peut-être que dans 2 ans, tu as une des plus belles boîtes de France, deux, Mhm. trois ans, et que dans 7 8 ans, tu as peut-être une des plus grosses boîtes du monde. Tu vois, c'est incroyable en fait. Tu vois, genre, Mhm. ça peut aller très vite. Mhm. Donc voilà, je me suis embarqué là-dedans je pense avec ces motivations que j'ai évoquées là. Ok, ouais. Qui sont assez liés finalement à ce que tu racontais à l'âge de 5 ans, l'envie de faire quelque chose de grand, la sensation d'être appelé Ouais. aussi par ces motivations et ces valeurs-là. Alors, si je peux rajouter une dark motivation, je sais pas comment dire, Ouais. une motivation un peu plus sombre, qui me revient là, je pense qu'il y avait aussi le désir de prouver des choses, alors à moi-même certes, Mhm. comme souvent, mais aussi à des gens autour de moi. Ouais. Alors des fois des gens très précis, tu vois, des personnes que Mhm. j'ai en tête, mais aussi de manière plus abstraite au monde, tu vois, Mhm. prouver des choses. Parce que quand j'ai redoublé, quand j'avais 16 ans, j'ai senti vraiment une distance qui a été mise avec certaines personnes. Mhm. Euh, alors ça paraît peut-être après aux gens, je me suis retrouvé à la fin de mon cursus au lycée en STG, on appelait ça, maintenant c'est Ah oui, ouais. STMG, maintenant ça ne doit même plus exister, mais en tout cas ça s'appelait Mhm. STMG il y a pas longtemps. Donc les cursus technologiques, Ouais. tu n'es pas en S, tu n'es même pas en ES, tu vois. Ouais. Donc tu es un rebut un petit peu dans le Mhm. lycée, tu vois, tu as vraiment des mauvaises classes. Mhm. Bon, l'histoire a fait que c'est là où j'ai trouvé mon associé, où j'ai monté ma startup future. Ok. Mais à l'époque, je l'avais un peu mal vécu, justement, l'ostracisation qu'on peut avoir Mhm. par rapport à ça. Et du coup, la motivation aussi, elle venait de là. Je pense que ça arrive souvent quand on entreprend. Au début, on a une espèce de je veux prouver quelque chose au Mhm. monde, ou Oui, je fais complètement. ça en rejet d'un passé en fait, qui Mhm. ne me correspond plus, ou tu vois, auquel je me Ouais. désolidarise. Mhm. J'observe souvent ça autour de moi ou dans mes analyses. Donc il y a eu ça. Et donc, je me suis retrouvé à monter une startup on croit que ça s'appelait Fetch, une boîte on va dire un Deliveroo des villes entre 100 et 200 000 habitants, donc service Mhm. de livraison, mise en relation entre des coursiers, Ouais. des restaurateurs et des clients. Et j'ai lancé ça à Nancy, d'où je suis originaire, et j'étais le CEO de cette boîte pendant 4 ans, que j'ai Ok, fini ouais. par céder au groupe La Poste en 2018. Ok, d'accord. Ouais. 4 années Mhm. assez folles aussi en Ouais, j'imagine, intensité ouais. et en expérience. Ouais. Ouais. Tu parlais euh, pas de dark valeur, mais le fait de dire, Motivation. ouais, de dark motivation, en quoi, selon toi, ce serait mauvais? Alors, moi, ça me fait penser à l'art subtil de s'en foutre, avec l'anecdote entre, alors je sais plus son nom, mais celui qui s'est fait virer de Metallica, qui a monté Megadeth, et qui justement avait ce que Mark Manson appelle valeurs cool et valeurs pas cool. Je sais plus les termes exacts par contre. Et voilà, c'est les valeurs merdiques, je crois. Oui, C'est ouais, comme ça ça. doit être ça. Valeurs cool et Ou c'est valeurs Marc, merdiques. c'est Marc Watson, ça doit être ça. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu associerais ça un petit peu à cette anecdote-ci? Est-ce que la dark Alors, motivation... dans les valeurs merdiques de Mark Manson, de mémoire, c'était les valeurs qui sont hors de ton contrôle, qui sont pas forcément saines. Ouais.
Et il y avait encore un troisième critère. Je pense qu'une valeur comme le rejet ou l'envie de prouver, c'est une motivation qui est OK à court terme, mais qui est pas saine à long terme. Ok, ouais. Je pense qu'elle te brûle en fait intérieurement, cette Mhm. motivation. Ouais. Oui, parce que du coup, tu es orienté contre autrui plutôt qu'essayer de l'embrasser dans ta motivation. Parce que tu Ouais, peux vouloir prouver à, je sais pas, de ce que j'observe avec mes clients, c'est souvent prouver à ses parents qu'on pouvait réussir. Ça pouvait être aussi à des profs qui nous ont dit. ouais, Parce que pour avoir été prof en STMG, les élèves tout de suite se considéraient comme des merdes parce qu'ils se disaient, mais monsieur, on est nul parce qu'on est en STMG. ouais, c'est horrible. Mhm. Et alors, ce sera un autre sujet à développer, Oui, bien sûr, ouais. mais sur ce que tu me disais, tu vois, en off, avant, on parlait de la deuxième montagne Oui. de David Brooks. Mhm. Et on est en plein dedans, en fait. Je pense que alors, la deuxième montagne, en très rapide, c'est l'auteur qui nous explique qu'il y a deux montagnes dans la vie. Une première qui est plutôt celle des quêtes externes, Mhm. pour simplifier, et une seconde montagne. On s'est rendu compte que la première, en fait, n'était pas satisfaisante intérieurement. Autant on va aller plutôt sur des quêtes internes. Mhm. Ça peut être des vocations, une philosophie, une religion, une famille, une communauté. Mhm. Voici ces cinq critères. Ouais. Et, euh, et tu vois, moi, c'était typiquement ça. La startup, ma motivation originale, elle était très extérieure à moi. Mhm. Ok, d'accord. Ouais. Statut, je prouvais des choses aux gens. Mhm. Euh, il y avait pas mal de ça. Après, il y avait une motivation interne qui était la progression, le désir Ouais. d'apprendre, mais il était contrebalancé par des motivations plus première montagne, si on Mhm. peut dire. Ok, ouais, je vois. Et en même temps, tu vois, j'ai pas la réponse là-dessus. Je trouve que ces motivations, que moi j'appelais un peu dark, sont des moteurs incroyables dans lesquels on Mhm. peut puiser. Et je vois tellement de gens en fait qui subliment ça que je dirais Mhm. pas, tu vois, effectivement, comme tu me demandais, je dirais pas aux gens ne puisez pas dans ces motivations, quoi. Ouais. Mhm. Je dis juste mettez un peu de l'eau dans votre vin. Oui. Enfin, en tout cas, essayez au fur et à mesure, en tout cas, essayez Mhm. d'équilibrer. Et parce que je pense que c'est malheureux, mais c'est un peu comme le désir de survie, tu vois. Tu es toujours Mhm. plus productif quand tu te bats pour survivre Ouais. que quand tu te bats pour mieux vivre, j'ai l'impression, tu vois. Mhm. Il y a un côté, Oui, clairement, ouais. tu vas plus t'arracher quand c'est pour la Mhm. survie. Et ça, j'ai l'impression que les entrepreneurs, notamment, ils ont plus de drive quand c'est la phase survie Mhm. et phase construction par un Ouais. rejet que quand c'est le monde est amour et je dois aller sur Ouais. ma montagne, etc. Là, on est beaucoup plus dans des quêtes internes qui sont différentes. Du coup. Mhm. Ok, ouais. Non, je vois, c'est une question d'équilibre un peu. Je parlais un peu de Star Wars, mais c'est un peu l'équilibre dans la force, quoi. Soit tu sombres dans le côté obscur, soit tu es complètement dans le côté clair, mais qui n'est pas forcément non plus le bon côté. C'est la Ouais. recherche d'équilibre qui est centrale. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers cette aventure de 4 ans? Alors, il y a beaucoup de choses, je vais essayer d'en extraire quelques-unes, mais euh, j'ai appris que, en fait, tu peux ne rien savoir au début et tout Ouais. s'apprend. Tu vois, c'est vraiment, on l'entend, mais c'est vrai, quoi. Tu vois, moi, Ouais. j'ai commencé cette boîte-là. J'avais réfléchi un peu à des modèles mentaux que j'allais pouvoir exploiter potentiellement dans le business, mais en réalité, je ne Mhm. savais pas encore comment utiliser les modèles mentaux du poker dont je parlais avant. Mhm. La réalité, c'est que je ne savais absolument rien faire quand on a lancé cette boîte. Ouais. J'avais jamais fait de commercial de ma vie, j'avais jamais fait de marketing de ma vie, j'avais Mhm. jamais recruté, j'avais jamais levé de fonds, j'avais jamais fait un site, j'avais jamais rien fait, quoi. Mhm. Et qui était lié, en tout cas, à comment tu montes un business. Et pour autant, ça ne nous a pas empêché d'apprendre sur le tas et monter une boîte qui faisait plusieurs millions. J'ai Mhm. une trentaine d'employés, on a levé 2 millions, Ouais. on gérait plus de 1000 partenaires. Enfin, tu vois, c'est une vraie boîte, tu vois. Mhm. Oui, bien sûr, ouais. Mais enfin, je dis parce que des fois, c'est les startups, il y a plusieurs Ouais. niveaux, tu vois, quand même, de développement. Mhm. Et donc ça c'était une révélation. C'est bah, en fait, quand tu veux apprendre quelque chose, bah, tu peux en fait vraiment, quoi. Mhm. Des choses même complexes. Ouais. Ça, c'est un premier apprentissage. Après, j'ai appris sur moi, si on parle plus spécifiquement de qu'est-ce que j'en retiens comme leçon, que avoir une équipe avec des salariés, en tout cas en certain nombre, c'est pas forcément ce qui me correspond le plus en termes par rapport Mhm. à ma personnalité et du mode de vie que j'ai envie d'avoir. Ouais. Je me sentais, tu vois, je suis revenu à ma définition de ma liberté. Euh, je me suis rendu compte que je m'étais créé un peu une prison serait peut-être un peu fort, tu vois, mais
me suis senti salarié quand j'étais CEO de ma boîte à un moment. Ok, d'accord, ouais. Dans la deuxième partie. La Mhm, première année, deuxième année, ça allait parce que on était petite équipe, ou même au début, on était que moi et mes associés. mhm, On se payait pas, on n'avait pas de bureau, il y avait un côté un peu aventure et tout. mhm, Et quand on a eu des bureaux, on est passé à 15, 20, 25. Et je me disais, ah, bah, du coup, il fallait un peu au bureau. Tu mhm, vois, c'était pas l'époque du remote encore, on parle de 2017, 2018, c'est mhm, avant Covid. Donc je me sentais un peu de ce côté un peu, il y a un salaire, il y a des bureaux, je mhm, suis bloqué, je me sentais bloqué dans la ville où mhm. j'habitais, je pouvais pas trop Ouais. voyager, j'avais des responsabilités Mhm, assez fortes. Donc je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement ce que je voulais dans le futur. mhm, Surtout qu'en parallèle, je commençais à lire énormément. mhm, C'est là où j'ai les livres qui sont revenus dans ma vie, qui étaient un peu partis au début de ma vingtaine. mhm, Et en fait, je me nourrissais d'énormément d'histoire, de sociologie, un peu de philo déjà à mhm. l'époque. Et je me disais, il y a d'autres choses que ma startup, en fait, quoi. Et Un ça, autre monde est possible, ouais. et ça me perturbait un peu parce que j'ai l'impression aussi que, autre leçon, c'est qu'on a tendance, quand on monte une startup, alors je définis ce qu'est une startup pour moi, hein, c'est une boîte Mhm, qui a vocation à prendre un énorme marché en très peu de ouais. temps. Mhm, On ne parle pas d'une agence, tu vois, qui peut grossir à un rythme, tu vois, plus lent. Là, on parle d'un truc qui n'est pas sain, on va dire. Une startup, ce n'est pas sain structurellement ouais. et économiquement et humainement, en fait, parce que ça va Mhm, grossir trop vite. Donc, ça faudrait que je développe. Mais il y a cette idée, en tout cas, voilà, c'est très particulier, une startup, comment ça se développe. Et, et moi, en fait, je me suis rendu compte, ouais, que c'était pas nécessairement l'environnement dans lequel je voulais me développer mhm. à long terme. Ok, ouais. Ouais, c'était pas. J'ai beaucoup aimé le faire, mais je me serais pas dit je vais refaire encore un projet du même acabit. Mhm, Et c'est là où commençait la réflexion, la création de contenu a commencé à se faire. J'ai mhm. commencé à écrire en 2015 sur Medium à l'époque, sur Ok, mes ouais. expériences de startup. Donc, toi, j'ai la casquette créateur de contenu qui a commencé à se mettre en place Mhm, à ce moment-là. Et ce qui était important pour moi, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que je voulais pas être unidimensionnel. J'aimais mhm. pas, en fait, l'idée d'être labellisable et d'être identitairement, tu vois, Mark Manson en parle, il a un article diversifier ses identités. Ouais. Ça m'avait marqué, ça. Et, et je sentais qu'en fait, la startup me poussait à être unidimensionnel, à ne penser qu'à ma boîte, à ne plus avoir de centre d'intérêt, Mhm, et à voir autour de moi des mecs qui étaient CEO et qui étaient obsédés par leur boîte, qui n'avaient rien d'autre dans leur vie, mhm. tellement ça prend toute la place, en fait. Et du coup, j'ai eu cette bataille en moi-même, je pense en 2017-2018, donc vers la deuxième partie de ma boîte. Mhm, Et c'est pour ça que j'ai encore plus lu de livres, plus créé de contenu. Parce que j'avais besoin identitairement, je pense, d'être autre chose que le mec qui a sa startup. mhm. Ok, ouais. Bah ça, c'est en fait de la même manière, tu peux être CEO et avoir une mentalité de salarié au sens où un salarié peut souvent se définit souvent par son métier. Ouais, Il devient ce qu'il fait. Et effectivement, tu peux alors c'est pas sombrer, mais ça dépend comment tu le vis. Mais étant donné que l'être humain se construit par l'action, nous sommes ce que nous faisons. Si peut-être que il y avait vraiment une approche existentielle dans comment tu te définis, qu'est-ce que tu construis en plus, qu'est-ce qui vient nourrir ton identité à travers du coup ton, ton poste de CEO, mais pas que. absolument. Ouais. Et, et effectivement, et je sentais ce besoin, en tout cas, d'explorer d'autres identités. Mhm, Et, et j'ai toujours aimé ces transitions. Justement, c'est pour ça que c'est intéressant, ce podcast, hein, on parle de mhm, transition un petit peu. mhm. Et j'écrivais récemment, pas aujourd'hui, au moment d'enregistre, même ce que j'appelle les carrefours de vie. Ouais. J'ai fait un post LinkedIn là-dessus ce matin, Mhm, où j'explique souvent, t'as souvent des crises entre les transitions. mhm. J'aime bien l'idée aussi que la vie est un enchaînement il n'y a pas trop de termes en français là-dessus, un enchaînement de purpose, tu vois, de mission, Ouais. de quête un petit peu. Euh, et en fait, il y a souvent des interstices entre les périodes où tu trouves ton purpose Mhm. qui te mettent un peu dans des crises existentielles. Oui, complètement. Et, et du coup, moi, j'ai senti ça, bah, tu vois, après le poker, après ma startup. Mhm, J'ai ressenti encore en 2021 dans un autre contexte qu'on développera peut-être après. mhm. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est des phases que les gens, des fois, ils ont l'impression qu'il faut
les éviter. Alors que moi, au Mhm. contraire, j'ai l'impression que c'est les phases les plus importantes de ta Mhm. vie et où tu gagnes le plus de souvenirs, tu vois, Oui, complètement. Mhm. pas marquantes, mais marquantes genre, en termes de mémoire, mais les plus significatives, les plus, Mhm. comment dire, ont le plus d'impact sur ta vie. Mhm. Oui, complètement. C'est un peu les. Tu vois, si on fait le parallèle avec une vie, moi je vois souvent la vie comme un jeu ou un jeu vidéo dans lequel tu aurais la quête principale. Tu as plein de quêtes annexes avec des boss qu'il faut battre, et souvent ces boss, ils sont inconfortables. Euh, mais c'est souvent ce qui te permet de gagner en compétences, en sagesse, en connaissance de soi, et qui te permet de. Toutes ces compétences que tu acquiers te permet de devenir plus fort pour la quête principale. J'adore ça. Moi aussi, j'essaie de voir la vie en jeu et composé de Ouais. sous-jeux ou de Ouais, quêtes et sous-quêtes. tu peux J'adore. gamifier ta propre vie, et je trouve ça chouette. Et du coup, comment ça s'est passé, cette transition du coup, entre le fait de revendre cette boîte? Ouais. Tu avais peut-être la chance du coup de ne pas te définir comme simple CEO, là où j'imagine quelqu'un qui doit, je sais pas, revendre ou faire autre chose, mais qui se dit bah, je ne suis que ça. Je pense notamment à je sais pas, je prenais soit des directeurs marketing qui occupent un poste pendant je sais pas combien de temps et qui passent à autre chose. Ça doit être affreux pour eux de se dire mais qui suis-je maintenant? Comment tu l'as vécu, toi? Ouais, alors, pour préciser, j'ai pas vendu la boîte à un montant colossal. C'est une longue Mhm. histoire. Tu pourras peut-être mettre l'article si les gens s'intéressent, mais Ouais. j'ai failli la vendre, enfin, on a failli la vendre à un bon montant qui aurait changé notre vie financièrement. Ça n'était pas Mhm. le cas finalement pour diverses Ouais. raisons. Mhm. Trop long à expliquer, Ouais. trop complexe. Euh, donc, j'ai pas eu ce changement financier. Mhm. Ce que j'ai dû à gérer, par contre, c'est justement la projection d'être quasiment millionnaire à un moment, Mhm. et au final de pas du tout l'être, tu vois, au moment Ouais. où j'ai vendu la boîte. En tout cas, de pas l'être. Mhm. Il y a eu ça que j'ai dû gérer, je vais y venir. Et aussi, il y a une chose que j'ai dû gérer, c'était le déménagement de Nancy à l'époque où j'étais pour ma boîte, Mhm. ma ville de naissance, à Paris en Ouais. 2018. En 2018. Et je parle de ça au-delà du changement de ville, c'est le changement de statut. Parce que dans ma région, j'ai Ah, ça bug. le gros écart. Ah, Mince. excuse-moi, j'ai eu un appel en fait, ça a coupé. Ouais. Tu disais dans ta région. Oui, dans ma région, du coup, il y a un écosystème qui me connaissait pas mal, même Mhm. au-delà des startups, parce que notre boîte était assez connue localement Ok, ouais. en Lorraine, dans le Grand Est. Et donc, j'ai dû gérer un peu bah, le passage de les gens me connaissent à anonymat quasiment Ouais. complet Mhm. d'un point de vue personnel et localisé quand j'étais à Paris. Mhm. Par contre, attends, excuse-moi, je me fais. Ça veut dire que c'est la 4G du coup, mais. Attends, tu fais du montage après ou c'est. Ouais. Ouais, attends, je réponds quand ça ne m'embête pas Ok, plus. ouais. Je t'en prie. Excuse-moi. Ouais, Igor. Attends, Ouais, tu vas bien? ouais, je suis en podcast là. Tu es en train de me prendre ma 4G. Ah merde, merde, merde. Bon, mais rappelle-moi quand t'as fini alors. C'est pour le match. Ok, bah envoie-moi des messages et je te réponds après. À tout à l'heure. Allez, ça marche à Dans tout. genre Ciao. 30-40 minutes. Vas-y. Toutes mes excuses, c'était pour le PSG Bayern de ce soir. Ok. On me demande ce que je fais. Ok. Euh, donc, excuse-moi, reprenons du coup Donc, tu es où est-ce que passé tu. de Nancy, où on va dire, il y avait une notoriété dans le milieu, à Ouais, ne plus être quasiment un inconnu à Paris. c'est ça. Et donc, il y a eu ça à gérer. L'anonymat, le fait de repartir de zéro, de devoir rencontrer une nouvelle personne, que les gens ne viennent plus forcément à toi naturellement. Tu vois, quand Ouais. j'allais à une soirée à Nancy, Mhm. quasiment peu importe la soirée, tu vois, les gens savaient qui j'étais. Mhm. Ah, c'est le mec de Fetch. Ouais. Et j'avais rien à faire. Les gens venaient me voir. J'étais Mhm. le gars qu'on draguait, tu vois. Et à Paris, c'était pas ça. Donc, il y a eu ça à gérer. Et aussi, il y a eu bah, le fait de pouvoir assumer ma casquette plutôt de créateur de contenu que j'ai commencé du coup à pleinement assumer en 2018. Mhm. Et c'est là où a commencé du coup entre guillemets, carrière ou que sais-je, en tout cas comment le définir, mais plutôt de créateur
de mec qui produit des Mhm. idées, du contenu. Alors, dans un Ouais. premier temps, c'était pendant longtemps encore entrepreneuriat, investissement. Mhm. Et depuis maintenant 2-3 ans, plutôt développement personnel, philosophie, réflexion sur sa propre vie et sur, Mhm. et sur la société. Ouais. Mais, euh, mais ce qui a été, je dirais, difficile pour vraiment passer cette transition qui m'a marqué, c'est de gérer aussi la fatigue émotionnelle. C'est qu'on se Mhm. rend compte que quand on fait un gros effort pendant 4 ans, comme ce que peut être une startup, on est rincé émotionnellement, mentalement, physiquement, en Mhm. tout cas dans mon cas. Et il m'a fallu bien 6 mois pour me remettre à 100%. Ok, ouais. Quand même Ouais. 6 mois, et sachant que quand je suis dedans, je ne me rends pas compte de ça. Ok. Oui, C'est oui, pas vu que tu, en tu le mode, vis pleinement, ouais. ouais, tu vis, enfin, je me suis mal exprimé. Pendant, tu te rends pas compte dans la startup, mais même Bien sûr, ouais. après la startup, je me suis pas rendu compte que j'étais pas à 100%. Oui. C'est Bah ouais, faut un gros moment pour bien ouais, digérer tout ça et s'en rendre compte, du coup. Ouais. c'est ça. C'est plusieurs années plus tard que je me suis dit, Mhm. là, je ne fonctionne pas à la même intensité, à la même vivacité que ce que j'avais en 2019. Mhm. Je parle plutôt en 2020, 2021. Et c'est là que je me suis rendu compte, bah non, en fait, tu n'étais pas du tout dans un état optimal pour travailler correctement, en fait, Mhm. Ouais. après la vente de ta boîte. Et du coup, comment, après tout ça, donc tu parles de la phase de créateur de contenu, etc. Comment tu décris ce que tu fais aujourd'hui? Alors, c'est plus compliqué qu'à l'époque, Ouais. quand je faisais ma boîte. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime mieux me décrire par les activités que j'aime bien faire Ouais. et mes objectifs, comme j'ai fait un petit Mhm. peu en intro. Mhm. Euh, Clairement, si tu regardes ma journée, c'est écrire en ce moment un livre et du contenu, c'est lire des livres, c'est aller marcher dehors, Mhm. rencontrer du monde, faire des coachings avec des gens cool. Mhm. Donc j'ai une casquette de coach aussi. Euh, donc ouais, c'est grosso modo ça. Ma journée, je vais peut-être oublier une activité dans le lot, mais en tout cas, c'est ce que je fais au quotidien. Mhm. Et après, j'aime bien penser en phase de vie et en identité également. Euh, j'ai eu pendant 18 mois où j'étais en nomade à l'étranger, une phase plutôt réflexion, introspection, euh, pensée. Mhm. J'avais une casquette plus de penseur, un peu philosophe aussi. C'est là où on s'est Ouais. rencontrés à travers la philosophie. Mhm. Euh, je m'étais mis un peu ces casquettes. Donc ça, c'était plus 2020, surtout 2021, en 2021-2022, pardon. Et là, depuis fin 2022, début 2023, j'ai changé de casquette. Et là, j'ai repris une casquette, ce qu'on va appeler solopreneur Ouais. slash créateur de contenu. Ok, Et ouais. écrivain Mhm. éventuellement, parce que j'ai mon livre aussi. Mhm. Mais là, vraiment, mon obsession, c'est comment je deviens le meilleur créateur de contenu possible, le meilleur solopreneur possible sur mes thématiques, Mhm. donc, qui sont plutôt ce que j'appelle la vie intentionnelle, la philosophie de vie, le développement personnel, l'écriture. Tu vois, ces thématiques-là que j'ai envie de développer. Et Mhm. comment j'aide les gens, en fait, à plutôt que de partir d'une niche, tu vois, très Mhm. précise, à partir d'eux et de Mhm. créer un business, un solo business à partir de ça. Et j'essaie d'être l'exemple qui prouve que c'est possible Mhm. aux autres d'avoir ce modèle, qui n'est pas Ouais. forcément niché, on va dire, sur une compétence métier. Mhm. Euh, donc c'est ce que je fais en ce moment. C'est ce que je fais en ce moment et j'ai cet objectif. J'ai cet objectif d'écrire mon livre qui va sortir en septembre, enfin de le terminer. Et je pense que je suis dans une quête aussi, parce que moi je distingue pas trop le pro du perso, une quête un peu de, tu vois, alors, très cheesy, mais meilleure version de soi-même. Tu vois, il y a cette Ouais. idée un peu vraiment de me dire, il y a des domaines dans ma vie où je me sentais en retard par rapport à d'autres. Je parle d'autres, pas des autres personnes, mais de domaines de ma vie à moi. Mhm. Du coup, je fais un très gros effort, là, ce que j'appelle le projet Road to Achille, Ouais. dans mes contenus, pour me vraiment devenir quelqu'un de plus complet et de Mhm. pas être juste un bon entrepreneur, mais qui, je sais pas, relationnellement n'est pas aussi, tu vois, mature, je pas le bon terme pour moi, mais voilà, de pouvoir développer mes relations de manière plus saine, d'être quelqu'un de plus, même physiquement, tu vois, Mhm. t'es mis à la muscu aussi, on en parle là. Ouais. J'ai commencé la musculation pour la première fois de ma vie. Je pensais jamais faire de la musculation. Tu vois, j'étais jamais rentré dans une salle de musculation. Mhm. Et aujourd'hui, en fait, j'aime beaucoup cette routine que j'ai avec la musculation. J'aime bien aller en faire des séances à la salle. Et
Et ça va dans mon domaine, tu vois, santé, Mhm. confiance en soi, enfin, tu vois, plein de choses qui s'entremêlent. Mhm. Il y a vraiment cette intention. Et je pense que si j'allais au bout de mon idée, de ce que je dis là, l'objectif caché un peu de tout ça, c'est qui j'ai envie d'être dans allez, 3, 5, 7 ans Mhm. euh, pour la femme avec qui je m'engagerai, on pourrait dire, Mhm. et mes futurs enfants. Tu vois. Ouais. Il y a un peu cette côté, tu vois, j'ai un peu cette vision quand même encore de, à terme, j'aimerais quand même me mettre dans une relation stable, Mhm. avoir une famille, des enfants, etc. Et en même temps, j'ai pas envie d'être le mec, tu vois, qui est complètement addict à son téléphone, qui, euh, qui est pas fiable, en fait, tu vois. J'ai envie Mhm. vraiment d'avoir des bonnes valeurs, de mieux me connaître, de savoir vraiment qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à ces personnes, en fait. Ouais. Et du coup, ouais, gros travail sur moi. Je pense que j'ai vachement progressé les 6 derniers mois depuis que j'ai cette intention. Mhm. Et puis voilà, je vais continuer. Puis il y a du plaisir aussi. C'est pas juste pour un futur, tu vois, et je mets tout dans le futur. C'est au quotidien, en fait, je vis beaucoup mieux depuis que j'ai cette intention-là, quoi. Mhm. Est-ce que tu dirais que tu as réussi à te reconnecter à une vision, ce qu'on appelle vraiment Ouais, on dans, pourrait dans dire le plan ça. entrepreneurial? Ouais. Ouais, on pourrait dire ça. Ouais. Il y a une vision de qui je veux devenir, une espèce de vision du monde aussi que j'ai envie Mhm. de représenter. Ouais. C'est Et important. parce que là, on pourrait revenir un petit peu sur un concept à toi qui est le philopreneur, du coup. C'est aussi un Ouais. peu comme ça qu'on t'appelle des fois. Ouais. Euh, Ça, c'est né quand, du coup, si on revient un petit peu dans le contexte? Ouais. Ça, c'est arrivé, j'en ai parlé la première fois en novembre 2020 dans une Ok. newsletter. Et en fait, on parlait de crise. Je pense que j'étais en crise identitaire parce Ouais. si on refait du coup la chronologie rapidement, c'est Mhm. 2018, je cède ma startup. Ouais. J'arrive à Paris, donc vers septembre-octobre. Mhm. Euh, et jusqu'au Covid, enfin, on va dire mars 2020, donc un an et Mhm. demi, Ouais. j'explore énormément de choses, alors que je suis fatigué, je rappelle, pourtant, mais Ouais, ouais, bah, je travaille quand même à ce moment-là. Parce que je pense encore que le monde des startups est mon univers mhm. et que je dois exploiter ce que j'ai construit. Ouais. Donc, je vois un peu ma vie de manière linéaire où j'étais start-upper, soit je remonte quand même une startup. Mhm. Mine de rien, j'ai quand même eu ces pensées à un moment, alors que tout à l'heure, je disais le Mhm. contraire. Ou je vais dans ce qui est adjacent, qui est l'investissement. Mhm. À l'époque, j'avais créé des podcasts sur l'investissement, ça s'appelait Dans la tête d'un VC, dans la tête d'un CEO, où j'interviewais des CEO de startups. Enfin, j'étais Ouais. connu encore plus du coup avec cette identité-là. Mhm. Et je me suis rendu compte qu'intérieurement, en fait, il y avait une dissonance parce que ça fonctionnait en plus, ces Mhm. projets-là. Mais moi, j'avais pas envie de ça, je me rendais compte. Ok, ouais. Au fur et à mesure que j'ai avancé. Et je pense que voilà, juste avant le Covid, je me suis posé énormément de questions. Euh, j'étais sur le point d'arrêter beaucoup de choses et le Covid, ça m'a. Je suis déjà de nature introspective, mais là, on a encore plus de temps pour faire Là, oui, d'introspection. clairement. Mhm. Mais c'est même avant le Covid en réalité que j'ai fait ces choix-là. Mais au Covid, je me suis dit, voilà, je vais transitionner vers autre chose. Mhm. Et au cours de l'année 2020, j'ai commencé à me dire, bon, bah voilà, maintenant, tu n'es plus un start-upper, tu veux plus faire d'investissement start-up, je ne savais pas trop encore, mais je me suis dit, tu veux aller vers quelque chose d'autre qui va plus être lié à la création de contenu, à Mhm. l'écriture, à la lecture. Donc, j'avais lancé un projet qui s'appelait Longue Vue à l'époque, qui était une boîte qui, à la base, devait être une maison d'édition. Ok, J'ai ouais. lancé ça avec Valentin Decker, un ami, créateur de contenu aussi Mhm. assez en tout cas dans le milieu. Et, euh, et on a pivoté, enfin, c'est pas forcément très intéressant, mais on a fait un autre projet finalement, Mhm. euh, qui a été un peu pour moi une bonne transition pour assumer pleinement en fait ma double casquette, plutôt Mhm. pensée et action, réflexion et en action, Mhm. et qui est devenu le philopreneur. C'est comme ça, en fait, je Ouais. me suis dit, je suis un mec qui aime bien ces deux côtés, entrepreneurial et philosophique, on pourrait dire. Mhm. Et ouais, ça a popé un peu, ça, ce nom qui sort un peu de nulle part, là, Mhm. philopreneur. Et j'ai créé un manifeste à l'époque Mhm. ouais, de vision. Ça m'a Ouais. beaucoup aidé. C'est que Victor Ferry, que je fais beaucoup Ouais, bah oui. en 2020-2021, Mhm. disait, voilà, soit vous vivez dans le paradigme d'un autre qui a Mhm. écrit une forme de manifeste et que voilà, c'est sa vision du monde et vous vivez dedans, Mhm. ou vous créez votre propre vision et vous Ouais. mettez les gens en mouvement, voilà, avec la rhétorique, parce que les livres font de la rhétorique. Ouais. Si tu enlèves la partie rhétorique, même si le manifeste est un exercice rhétorique, Mhm. euh,
j'ai écrit mon manifeste, et c'est ça que j'ai publié en novembre 2020. Et je l'ai appelé le philopreneur, parce qu'il fallait lui donner un Ouais, nom, bah en oui. fait. Ok, ouais. Euh, je pense qu'on entend mon chat. Moi, Et j'entends du pas. coup, moi, tant mieux. Et du coup, je retrace un petit peu parce que j'essaye de vraiment synthétiser Ouais. un petit peu. Donc, c'est ce concept-là que tu nourris, qui se peaufine et qui arrive à cet aboutissement de livre qui va sortir du coup en septembre. Est-ce que tu veux en dire quelques mots? Ouais, avec plaisir. Euh, donc, il sortira en septembre 2022. Donc, toi, j'aurais Ouais. écrit en novembre 2020, premier manifeste, et il y aura un livre, on va dire, sur ce sujet en novembre 2022, en septembre 2022, pardon. Du coup, Euh, 2023, du Ah, coup. 2023 même. Ouais. Oui, pardon. Ouais, 2023, ouais. Ouais. Oui, oui. Ah, putain, oui. C'est pas 3 ans quasiment. Le temps passe vite. Effectivement, on n'est Mhm. pas en 2022. Ouais. Effectivement. Euh, ouais, donc, ça montre déjà que ça prend du temps à maturer, Mhm. ces histoires. Ouais. Euh, le livre, mais qu'au final, le philopreneur, plus largement, Mhm. c'est ce constat, en fait, c'est parti de l'action et la réflexion, mais ça allait encore plus loin, c'est qu'en fait, je l'ai lié à un autre concept que j'ai appelé la vie Ouais, bah intentionnelle, oui. Ouais. que j'oppose à la vie par défaut. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte que l'essentiel enfin, des gens, en fait, vivent par défaut, comme je le dis. Mhm. Et la vie par défaut, c'est tout simplement, en fait, un ensemble de pensées, d'actions, de comportements qu'on a malgré nous. En Mhm. philosophie, on peut dire des déterminismes qui Mhm. soient sociologiques, biologiques, tu vois, génétiques, Ouais. historiques, Mhm. sociaux, enfin, tout ce que tu veux. Et du coup, c'est le produit de notre vie, tu vois, Mhm. sans trop y avoir pensé, sans avoir été créateur, comme tu disais tout à l'heure, de se mettre en action et avoir Mhm. une espèce de philosophie existentialiste. Ouais. Là, c'est plutôt une philosophie un peu subie ou déterministe. Mhm. Ouais. Et donc, en opposition, j'ai créé la vie intentionnelle, qui est plutôt voilà, des principes qui te permettent de sortir ou s'éloigner de cette vie par Mhm. défaut et d'essayer d'être le maximum intentionnel. Parce que, en tout cas, c'est mon point de vue, je considère que le fait d'être intentionnel t'aide énormément à mieux te connaître, parce que du coup, tu vas faire Mhm. proactivement essayer de te connaître. Tu vas chercher ta vision, ton purpose. Tu vas chercher à être peut-être plus discipliné, à être plus Mhm. concentré dans ton quotidien, euh, à moins vivre selon le regard des autres, mais Ouais. plutôt à vivre avec les autres de manière Mhm. saine. Je pense que, voilà, typiquement dans un couple, tu vois, il vaut mieux être deux individus qui sont vraiment des individus, enfin des individualités Mhm. autonomes Mhm. et qui font un couple et pas juste deux personnes qui ont besoin de l'autre pour Oui, bien subsister. sûr. Ouais. Donc là, c'est un exemple concret dans le couple, mais ça peut être dans la famille, dans les Oui, bien relations sûr. amicales et autres. Donc c'est un peu tout ça que j'ai développé et j'ai créé des personnages que j'ai appelés, du coup, il y a Stéphane qui est le personnage qui vit à 100% par défaut Mhm. et Achille, celui qui vit à 100% intentionnel. Et nous, du coup, notre but dans le livre, c'est de s'extraire un peu du personnage d'Achille, de Mhm. le laisser de côté, voilà, vie 100% par défaut, on essaie de s'en Du éloigner, coup, de passer de Stéphane à Achille. de passer de Stéphane à Ouais. Achille, ouais, c'est ça. Donc Stéphane qui vit à 100% par défaut. Ouais. Et de progresser. Et nous, dans cette histoire, on est le philopreneur, nous, Mhm. en tant que lecteur. Donc, cette personne qui se pose des questions, qui se met en Mhm. action, en mouvement. Ouais. Donc voilà, puis je me base pas mal sur euh, différents philosophes. Alors, la philosophie antique qu'on partage, on a déjà discuté Mhm. pas mal Ouais. de ça ensemble en privé. Euh, des philosophes comme Henri David Thoreau, comme Mhm. même Montaigne aussi, je cite un peu Ouais. dans le livre. Albert Camus, que j'oppose à Jean-Paul Sartre aussi, Mhm. même si Jean-Paul Sartre est considéré comme un des papes, un des auteurs en tout cas Mhm. de l'existentialisme. Ouais. Voilà, je développe plusieurs idées à partir des philosophes et j'utilise beaucoup l'entrepreneuriat Mhm. et le développement personnel aussi pour ce livre. Mhm. Et du coup, il y aura une partie plus d'explication de qu'est-ce que vraiment la vie attentionnelle, pourquoi elle est teintée de philosophie Mhm. les, et 7 principes pour pouvoir mener une vie intentionnelle. Ok, ouais. Je sens que ton Ça... livre aussi a 7 principes. C'est Mais marrant. c'est souvent un... ça aurait pu être 6 5 ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que 7 ça reste très ancré, je trouve, dans la culture. Est-ce que c'est un chiffre magique ou je sais pas quoi? Mais c'est vrai Ah, que moi, c'est ouais, cette règle, du coup, pour une vie ouais. presque sans problème.
Alors, j'en avais 12 à la base, Ouais. et il y a eu des fusions un peu entre des principes et Mhm. et des soustractions, en fait. Et j'ai gardé vraiment les 7 qui me paraissaient fondamentaux Mhm. selon moi, quoi. Ouais. Ça me fait penser du coup à ce que le Heidegger appelait la dictature du on, où il distingue, je crois que c'est dans Être étant, l'existence authentique et l'existence inauthentique. Alors lui, c'est plus teinté de phénoménologie avec des néologismes, du être au monde, son être pour la mort ou des choses comme ça, que je vais épargner à tout le monde. Mais il y a un petit peu de ça, et finalement, c'est en ce sens où la vie par défaut, c'est presque ce qui nous rapproche étrangement plus d'une vie très primaire. Ouais, si on prend les... J'avais eu cette réflexion avec je ne sais plus qui. Je dis, ouais, si les fourmis pouvaient prendre des RTT, on ne serait pas si différent des fourmis finalement. Quand une fourmi naît au monde, on lui attribue un rôle qu'elle gardera toute sa vie. Évidemment, elle n'en a pas conscience parce qu'elle n'a pas notre capacité de conscience, mais c'est une vie par défaut. Alors, peut-être que la fourmi est un exemple particulier par rapport à d'autres espèces, Ouais, comme elles ont quand même ce côté. C'est assez fascinant, les fourmis. On peut, ouais. on peut inciter les gens. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais les livres de Bernard Werber qui s'appellent Non, Les justement, Pauvres. il faudrait que je le lise. J'avais lu le premier, moi, qui m'a. C'est bizarre, j'ai pas continué, mais j'incite les gens. Enfin, j'invite les gens à se renseigner. C'est Mhm, fascinant, les fourmis. Mais alors, je réfléchis à ce que tu dis sur. Alors, je suis d'accord, effectivement, sur les fourmis. Il faudrait voir sur d'autres espèces. En tout cas, ouais, cette idée qu'on aurait un rôle qui nous est attribué et qu'on peut pas trop changer, c'est un peu l'idée du destin, un petit peu de cette manière. ouais, Côté, les stoïciens avaient un petit peu ça, si je dis pas de bêtises, alors ça me part un peu ouais. sur la philo, mais ce côté, tu dois trouver ta place dans la société et vivre en accordance avec celle-ci, Mhm. quoi. Bah, chez les... Alors, faudrait que je me replonge dans mes souvenirs de fac, mais chez les stoïciens, il y a effectivement la notion de destin, mais pas forcément au sens qu'on t'attribue un rôle et tu y déroges pas, mais que si quelque chose doit se passer, c'est que ça devait se passer. Hmm. La fatalité, un C'est, peu. ouais, c'est Ou plus le fatalisme au sens de, bah voilà, tu traverses la route, si tu te fais renverser, c'est que tu devais te faire renverser. Hmm. Ok. Euh, Sachant que moi, tu vois, dans mes réflexions là-dessus, tu vois, ces réflexions entre ce qui est un peu déterminé, cause et effet, et ce qui est Mhm. créé par l'homme, tu vois, un peu Ouais. ex nihilo. Moi, je suis passionné par ça, en fait, cette capacité qu'on a de créer quelque chose de nulle part, en fait. Créer Mhm. une boîte à partir de son cerveau, Mhm. écrire un livre, créer une rencontre de nulle part, enfin, créer, tu vois. J'adore créer, en Ouais. fait. Donc, Mhm. j'aurais du mal à être purement déterministe. Mhm. Pour autant, moi, je vois plus comme un spectre. Tu vois, je pense que voilà, clairement, on est déterminé sur des choses. Ouais. Euh, Tout n'est pas notre contrôle, c'est évident. Euh, mais j'aime bien voilà, me dire où est moi un peu ma fenêtre là-dedans, Mhm. comment je peux même l'étirer. D'ailleurs, je n'ai pas trop approfondi, mais je sais qu'il y a entre guillemets, de nouveaux courants philosophiques, je crois, les compatibilistes, je ne sais pas si tu es familier avec ça, mais Oui, ouais. qui essaient un peu de se mettre un peu entre Ouais. deux, j'ai l'impression. C'est un Ouais. peu les Suisses des philosophes. Ouais. Mais en même temps, c'est parce que c'est teinté de nuances. Ça peut pas être. Tu peux pas être. Tu peux pas être 100% déterminé et en même temps, tu peux pas être 100% libre. Pareil, créer ex nihilo, finalement, c'est vrai et pas vrai dans la mesure où on Oui. peut créer ce qui vient de nous. Ce serait même, je crois que c'est Jules Lachelier qui disait ça, que ce serait un petit peu hautain de dire qu'on s'est créé tout seul. Il y a forcément quelqu'un Non, qui c'est nous... de nous et de la matière qui est autour de Ouais. nous, en fait. Parce Ah oui, que, ça par contre, ouais, complètement. Mais, mais effectivement, il y a des recherches de plus en plus fascinantes sur le libre arbitre. En fait, le but, c'est pas d'épiloguer sur la liberté, mais souvent les gens assimilent le libre arbitre à la liberté. Alors qu'on peut très bien, si on dit que le libre arbitre, c'est juste notre capacité de choisir, on peut très bien dire qu'on n'a pas de libre arbitre. Au sens où ce qu'on choisit, c'est forcément lié à un parcours sociologique. Tu vois, quelqu'un qui met, je sais pas, je vais prendre, tu vois, quelqu'un qui a toujours écouté du métal, si tu lui proposes un morceau d'un groupe de métal, il y a de fortes chances qu'il accepte plus que si tu lui proposes d'écouter le dernier Jul.
Parce qu'on va dire, ah bah c'est parce qu'il n'est pas libre dans ses choix. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'extraire, du coup, de ça. Et c'est là, justement, je trouve, où ton travail est intéressant. C'est comment s'extraire de ce semblant de déterminisme, qui est peut-être finalement une absence de responsabilité. Ouais, bah merci du coup. Et c'est comme ça que je le vois, c'est pour ça que je parle d'un spectre Mhm. ou d'un chemin de vie intentionnelle Ouais. et, et que c'est pas noir et blanc, enfin noir ou blanc, et que ça se fait par progression Mhm. et par des régressions aussi. Ça peut être selon des domaines de vie aussi, comme je disais, on peut être très avancé, on peut être très intentionnel, tu vois, Mhm. dans notre vie professionnelle ou dans une partie de notre vie professionnelle, et à l'inverse, vivre complètement par défaut sur d'autres choses. Et il y a même tu vois, une partie de moi qui se dit que ça peut être bien de vivre par défaut sur Mhm. certains domaines pendant un certain temps. Ouais. Mais disons que globalement, encore une fois, c'est ma vision du monde, je trouve qu'on gagne. Et je pense que même la philosophie, l'histoire de la philosophie nous montre ce côté, cet éveil, cette vie examinée de Socrate, Mhm. cette prise de conscience, de recul sur soi, tu vois, et ouais, et capacité en fait à agir. Et je trouve qu'on a un pouvoir quand même peut-être pas de création ex nihilo, mais un pouvoir Mhm. de changer, tu vois, sa trajectoire qui moi me fascine, quoi. C'est pour ça que je suis entrepreneur. Enfin, je suis entrepreneur. Au bout d'un moment, si je Mhm. parle pas à ça, Ah oui, oui, pourquoi je suis ça c'est clair. entrepreneur? Ouais. Non, non, tu peux faire de ta vie une œuvre d'art, être l'architecte et l'artisan. Enfin, et t'as ce pouvoir-ci. Et Ouais. chacun l'a. Et j'avais une question qui a un peu rien à voir et en même temps est totalement liée. Comment t'imagines l'avenir du monde du travail, si tu l'imagines? Alors, j'y pense en ce moment, c'est une bonne question pour moi. Enfin, en tout cas, je suis content que tu me la poses. Euh, alors, déjà, je crois pas. Tu vois, autant je suis solopreneur et j'aimerais bien que les gens puissent vivre soit du freelancing, du solo Mhm. business. Tu vois, j'aime beaucoup en fait ce mode de vie parce je trouve qu'il t'offre une autonomie. Je sais que certains peut-être aiment bien. Ouais. Une autonomie qui pour moi est incroyable et qu'on a les outils à notre époque pour réussir à vivre en fait cette autonomie, Mhm. à la provoquer et après pouvoir la vivre au quotidien. Euh, Naval Ravikant, tu vois, l'auteur américain, enfin le entrepreneur américain connu pour ses tweets notamment, Ouais. et son livre, c'est même pas son livre, mais le livre L'Almanach de Naval. Mhm. Euh, Lui, il croit qu'il y a 7 milliards de personnes et du coup, il y a 7 milliards de solopreneurs ou Ouais. d'entrepreneurs en fait, potentiels. Moi, Mhm. j'y crois pas trop à ça. Mhm. Je pense que Je pense qu'à court terme, dans les prochaines années, on fait de la prospective, mais les inégalités en termes de revenus vont s'augmenter. Mhm. Je pense qu'il y a des gens, tu vois, qui vont créer des empires, soit avec des boîtes, soit avec des solo business. Mhm. Je- La raison, c'est qu'on a des leviers qui sont colossaux, les leviers du 21e siècle, donc par Naval, le code et les médias. Mhm. Je vois sur Twitter des comptes énormes se créer aux États-Unis. Les croissances sont exponentielle. Ça fait peur de voir le nombre de vues qu'ils font, même Mhm. en France, on est plus petite échelle à la taille du marché, mais tout de même, on a des moyens, on a des leviers colossaux aussi. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir des gens, tu vois, qui vont comprendre l'économie dans laquelle on est, l'économie digitale. Et là, on ne parle pas de faire un site internet, hein. On parle vraiment de Mhm. comment j'exploite les leviers, comment Oui. j'apprends à apprendre, comment je fais des raisonnements latéraux, comment je collabore, Mhm. tu vois, dans cet univers, comment je crée mon réseau, comment je choisis mon lieu géographique à partir de. Enfin, tu vois, il y a plein de questions qu'on peut se Mhm. poser. Et je pense du coup qu'on vit pour ça. Les gens qui ont cette chance de s'insérer dans cette vague, on vit la meilleure vie qu'on peut vivre, tu vois, je pense, de l'histoire, tu vois. À ce Mhm. niveau-là, je suis assez optimiste, tu vois. Tu vois, j'ai eu des périodes où j'étais un peu, ouais, la tech, ça nous flingue, Mhm. etc. Maintenant, je suis plus à me dire, bah, en fait, c'est un outil plutôt Mhm. neutre. Ouais. Vous pourrez développer, parce que c'est pas tout à fait le cas, parce que les boîtes Mhm. ont quand même des intérêts, ils sont pas neutres, tu vois, Ouais. quand ils donnent un réseau social ou autre. Mais moi, je préfère le voir quand même comme ça, c'est plus penser en neutralité. Et je pense du coup qu'il y a des gens qui vont vivre des vies exceptionnelles, qui sont en train de vivre des vies exceptionnelles. Euh, L'IA, on pourrait encore en parler, ça Ouais. va encore bouleverser et accentuer ce que je viens de dire. Mhm. Euh,
Et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que, ouais, il va y avoir des écarts, mais tu vois, on parlait de la classe moyenne qui n'existe plus, quand on parle dans un contexte plus pays développés, Mhm. occidentaux, etc. Mais je pense qu'elle va encore moins exister Mhm. et qu'on va vraiment arriver à des. Ouais, ça me fait il y a un côté, moi, je suis dans le bon côté, donc je me dis, bah, moi, je vais profiter de ça Ouais. et je vais essayer d'en faire profiter bah, mon audience, les gens qui vont me suivre. Mhm. Mais si j'avais une vision plus de mec qui fait qui travaille plus dans le social, tu vois. Moi, je suis quand même plus basé sur le développement de l'individu, donc je pars plutôt Mhm. du bas. Si j'étais un philosophe, un sociologue, tu vois, plutôt un sociologue, disons, j'aurais un peu peur, quoi. Ouais. J'aurais Oui, un peu ça c'est peur. clair. Ouais. Ouais. Donc, Ouais. Donc, je pense que les salariés auraient intérêt, ça, si je devais conclure, à se rendre, on va dire, antifragiles. Donc, mhm. ça veut dire développer des compétences fondamentales du 21e siècle, Mhm. apprendre à apprendre, les compétences phares qui se vendront toujours cher, l'écriture, Mhm. la prise de parole, la créativité, le storytelling, éventuellement des... Et encore, tu vois, l'IA, ça bascule encore les cartes. J'allais dire le design, tu vois, il y a des choses qui sont un peu, tu vois, tu peux vraiment bien monétiser Mhm. et, et de pas dépendre d'un job, en fait, quand tu sens qu'en fait, ton job, déjà, aujourd'hui, il est déjà mis à mal, mais dans 5 ans, il n'existe certainement plus, ou dans 10 ans, il Mhm. n'existera plus, tu vois. Ouais, se réinventer, ouais, complètement. Ouais, ouais, C'est, grave. ça va être difficile parce que l'humain a horreur du changement, mais ça va être difficile. Mais j'avais découvert cette vidéo, je crois que j'étais encore prof, ça doit être en 2017, qui s'appelait Human Need Not Apply, où ça te montre tout, que tous les métiers qui existent ouais, euh, pourraient par la suite être faits par des IA ou des humanoïdes ou quoi que ce soit. De la même Ouais, manière que les chevaux de trait ne sont pas reconvertis quand les voitures sont arrivées, les mauvais créateurs de contenu peuvent être faits par des IA, en fait, les mauvais peuvent être remplaçables finalement. ouais. Alors, moi, j'aime bien l'image qu'avait eu Oussama Hamar dans un podcast, les cuistots et les chefs. Le Ouais. cuistot suit des recettes, donc il est Mhm. content parce que là, il va plus vite pour sortir ses recettes, Ouais. parce qu'il y a ChatGPT. Mhm. Sauf que si ChatGPT fait ton travail, c'est que ChatGPT te remplace dans quelques Ouais. mois ou quelques années. Mhm. Par contre, si tu sais exploiter ChatGPT ou n'importe quelle IA ou Mhm. n'importe quelle tech pour sublimer ton travail, qui n'aurait pas pu exister sans toi, Mhm. là, c'est quelqu'un qui tend vers tu vois, une, une vision assez positive, assez prospère, je pense, tu vois, Mhm. financièrement et au-delà de ça. Ouais. Oui, complètement. Euh, et c'est pour ça que moi j'aime bien cette idée du solo business basé sur son développement personnel. Mhm. Parce que du coup, tu investis dans euh, la résolution de tes problèmes, tu apprends des compétences, Mhm. tu te responsabilises, tu t'y fragilises, tu crées un réseau, tu crées une Mhm. audience. Tu vois, en fait, c'est Ouais. tous les actifs qui, en plus, ont des effets cumulés, des effets Mhm. composés. Oui, complètement. Mhm. Alors que t'imagines, si t'es, entre guillemets, que salarié, tu vois, alors que pourtant, c'est censé être le modèle le plus, qu'on disait, le plus sécurisé. Mhm. Euh, Notamment les banques pensent toujours ça aujourd'hui, Ouais. tu vois, par exemple, Oui, bah oui, complètement. en 2023. Ouais. Je suis désolé, moi je préfère demain, si je suis banquier, filer un prêt à un mec à 100 000 abonnés, 200 000, enfin X abonnés sur une plateforme, que quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois Mhm. dans un taf qui n'existera peut-être plus ou qui est censé ne plus exister déjà aujourd'hui, tu vois. Oui, Euh, complètement. Mhm. donc, mais le truc, c'est que les structures vont mettre beaucoup plus de temps à s'adapter que les techs. Ouais. En gros, ça fait les structures, non, la tech enfin, des bouleversements technologiques qui vont créer des bouleversements économiques, qui vont créer des bouleversements, on appelle ça juridiques, Mhm. sociaux, etc., quoi. Ouais. Mais c'est toujours en dernier que ça arrive. Ah oui, oui, complètement. Et du coup, entre-temps, il va y avoir des ravages, tu vois, pour certaines personnes Mhm. qui vont être en difficulté, Mhm. malheureusement. Et donc, après, moi, j'ai une vision de la vie qui est assez, tu vois, un peu. C'est pas que c'est la jungle, mais j'aime bien le côté un peu compète, que tout le monde puisse un peu. Tout le monde tant qu'on donne accès aux gens, moi, côté social, je me dis, donnons accès aux gens au maximum à des chances de départ un peu équivalentes, même si c'est Mhm. utopique déjà ça. Ouais. Par contre, après, c'est de la compète, quoi. Oui, ouais. Mhm. Moi, je veux pas égalité des résultats, ça m'intéresse pas. Mhm. Égalité des chances, oui.
Mhm. Et par contre, voilà, toi, comme je viens de dire, Usain Bolt, quand il est premier au 100 mètres, il est premier au 100 mètres, tu vois. Mhm. Ils sont tous partis ils avaient la même ligne de départ. Mhm. Celui qui arrive premier, c'est Usain Bolt, tu vois, en tout Ouais. cas à l'époque. Euh, Moi, je suis pour que il puisse y avoir des Usain Bolt dans la société. Mhm. Et en plus, c'est les Usain Bolt de la société qui font évoluer le monde, en plus, tu vois. Donc, Oui, qui font évoluer le monde avec eux, en plus. C'est qu'ils emportent ouais, généralement avec eux tout, ça, comment dire, tout ce qui est possible. Ouais. ça. Mais ça, enfin, on pourrait débattre, il y a des gens qui pourraient penser complètement l'inverse Ah et oui, ça se ouais. débat Mhm. aussi. Ouais. Mais je te rejoins là-dessus. C'est que tu vois, quand j'ai commencé à me suis reconverti et que je voyais tous mes clients qui voulaient devenir entrepreneurs, pendant très longtemps, enfin, bon, peut-être pas non plus des années, mais je disais qu'en fait, l'entrepreneuriat est la clé de tout. Il faut que tout le monde entreprenne. Parce que Ouais. c'est pas possible, le salarié, etc. Alors que là, je suis beaucoup plus dans la nuance. Je pense qu'en fait, un job de rêve se crée. Je pense qu'une vie de rêve se crée, mais tu peux kiffer quand même, même si tu es salarié. C'est pas, c'est pas que l'entrepreneuriat qui est la solution à tout. Je suis ouais, 100% d'accord. Mm. Mais tout salarié ou tout, tout humain euh, gagnerait à comprendre l'économie dans laquelle il Mhm. vit, Ouais. à exploiter ça, à comprendre les leviers de Mm, notre mm. époque, éventuellement à étudier l'histoire, tu vois aussi, parce que c'est vrai Mhm. que, toi, typiquement, l'exemple des métiers, Mhm. en fait, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire, tu vois, pour prendre du recul là-dessus, et te rendre compte que bah, les métiers qu'il y a aujourd'hui, bah, ils n'existaient pas. Ouais. Alors, si c'est pas au 20e, ils n'existaient pas au 19e, Mhm. pour la majorité. Et comme on dit, il y aura des nouveaux métiers qui vont arriver. Donc, Bah oui. même pour les gens qui sont employés, il n'y a pas de souci, vous Mhm. aurez des jobs, à condition de savoir vous adapter et Mhm. d'apprendre à apprendre. Ouais. Non, il y a plein de métiers qui n'existent plus. Avant qu'on passe à l'électricité, tu avais un gars qui, dont le boulot, c'était d'allumer les lampadaires dans Paris. L'électricité arrive. Ah bah merde, mon boulot, il fait quoi? Bah j'imagine qu'il a fait autre chose. C'est pas... Et c'est OK. Ouais. Mais, Mais ouais. mais ça, encore une fois, ça dépend de la vision du monde que tu as. Ouais. Parce que c'est sûr qu'il y a de la casse en chemin, tu vois. Tu peux pas, Mhm. transition, tu peux pas, tout le monde peut pas retrouver un travail, tu vois, parce que Non. t'as des gens qui sont pas câblés, en fait, simplement. Mhm. Ils ont pas cette envie de changement. Ils sont trop, Mhm. peut-être, c'est pas âgés au sens de l'âge, genre, ils sont trop, il y a trop de passifs, tu vois. Ils sont plus Mhm. capables d'apprendre vraiment Ouais. quelque chose en profondeur. Et, et c'est malheureux. Moi, j'ai envie de dire, bah, ouais, mais en même temps, il faut que la société, enfin, le monde avance, tu vois. On va pas revenir en arrière. Mhm. Donc ouais, faites de votre mieux pour pas être dans cette catégorie-là. En tout cas, je rejoins. Non, puis ça reste vachement plaisant en fait d'apprendre sur soi, d'évoluer. Mm. Et, il me reste trois petites questions Vas-y. avant qu'on termine. Si tu avais un livre, alors ça va être très difficile à conseiller, un livre à nos auditeurs. Bah, tu vois, si on reste dans ce sujet, Ouais. futur du travail, je te donne un livre. Alors, il sera pas simple à lire, donc je le vends mal dit comme ça peut-être, mais par contre, si vous le lisez, ça peut vraiment changer votre vie, je pense, Mhm. pour comprendre dans quel monde on vit. Ça s'appelle The Sovereign Individual. Ok. Il y a deux auteurs. Il y en a un, c'est James Davidson, si je ne dis pas de bêtises. C'est un livre qui a été écrit à la fin des années 90 et Mhm. qui te parle justement en fait qu'on passait dans l'ère du digital, l'ère de l'information, Mhm. et en quoi les structures, la société elle évoluait, et en quoi l'individu allait prendre de plus en plus d'importance en fait. Et Ok. il allait même prendre le pas sur les institutions. Mhm. C'est marrant parce que 20 ans plus tard, voilà, il y a eu Trump qui était président, Ouais. tu vois, donc ça suffit à prouver, tu vois, Mhm. cette théorie. Tu vois, il y a un gars, il Mhm. s'est chauffé, il est devenu président, quoi. Ouais, carrément. Mhm. Euh, Ok. donc, ce livre-là permet vraiment d'aller dans le sens de notre discussion. Mhm. Ouais, bon, tu m'as dit un livre, donc je vais rester sur un livre. Ouais. C'est difficile d'en choisir un. Après, si tu as envie d'en partager un deuxième, vas-y, il y a pas... La foudre ne va pas s'abattre sur toi. Bah, je crois pas. Alors, un que je lis en ce moment, parce qu'en fait, c'est tellement dur de choisir, mais que je trouve génial, il s'appelle The Art of Impossible. Euh, Ok. c'est un livre sur ce qui s'appelle le peak performance. Donc, Mhm. vraiment être au top un top performer dans un domaine. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça fait fi de tout ce qui est un peu
les biais du survivant, la personnalité, tu vois, les particularités, Ouais. les particularités d'un individu qui fait qu'il est génial. Mhm. Ça se concentre plutôt sur comment tu peux orienter euh, ta biologie, en fait, et tes hormones, de Mhm. manière à atteindre des niveaux de peak performance Ok. en termes d'apprentissage, de créativité et de flow. Mhm. Et du coup, je trouve ça génial parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a énormément d'études qui ont été faites maintenant pour nous aider à nous mettre dans des conditions en fait optimales, en Mhm. tout cas plus optimales pour Ouais. être performant. Et moi, ça me passionne parce que je suis quelqu'un qui a l'impression, voilà, qui est un peu frustré par ça, en fait, des fois, de ne pas être assez dans le flow, alors que j'adore cette sensation du flow, de vouloir être encore plus créatif. Enfin, tu vois, j'ai Mhm. envie de travailler là-dessus. Et du coup, voilà, c'est un livre, si vous avez cette problématique ou cette envie d'explorer comment être plus créatif, mieux Mhm. apprendre, ou être plus dans le flow. Donc, le flow, c'est cette sensation de je me sens dans un état en fait où le temps s'arrête, où Mhm. le temps accélère, il y a les deux possibilités, Ouais. et je suis un avec l'activité avec laquelle enfin l'activité que je suis en train de faire. Donc Mhm. je me sens un avec mon écriture, je me sens un avec la vague que je suis en train de surfer, enfin peu importe, quoi. Je Mhm. me sens un avec Ouais. quelque chose. Ok, carrément. Non, ça a l'air passionnant. Euh, S'il y avait un conseil au toi d'il y a 10-20 ans que tu devrais te donner, ce serait quoi? On va prendre il y a 10 ans parce que Ouais, euh, oui. Mhm. euh, c'est toujours dur ces questions. Euh, je pense de un peu mieux me renseigner avant de m'engager dans certains jeux. Ok, Quand par jeu, on parle de la vie est un jeu, ouais. toute activité en fait dans laquelle tu t'impliques, et moi je le considère que c'est un jeu. Donc la Mhm. startup ça a été un jeu, le poker c'était un jeu, bon, littéralement là. Le soloprenariat c'est un jeu, les relations même pour dire Mhm. peuvent être un jeu. Enfin tu vois, c'est pas péjoratif, tu vois, c'est une activité. Et des fois je veux pas forcément le manuel tout complet, tu vois, parce que c'est chiant si tu fais Mhm. spoiler le truc, tu vois, mais, mais des fois, bien comprendre dans quoi tu t'engages. Parce Ok, que ouais. la startup, tu vois, j'en tire beaucoup, mais j'y suis allé sans savoir vraiment les règles. Et tu vois, est-ce que j'aurais fait une startup en ayant les règles? Je Mhm. sais pas. Ouais. Voilà. Et en même temps, je me dis que voilà, la vie est ce qu'elle est, et c'est bien comme ça. Donc Mhm. voilà, c'est pour ça que c'est dur à répondre à cette Ok. question. Bah, faire peut-être un peu plus preuve de prudence, quoi. Plus, voici ce que ça implique de jouer ce jeu-là. Ouais, et voir si c'est en accord avec la connaissance qu'on a de nous-mêmes à ce moment-là, Ouais. avec les Mhm. valeurs qu'on a, ou avec la personne qu'on veut devenir. Est-ce que ça va vraiment m'amener là où j'ai envie d'aller? Mhm. Ouais, carrément. Et enfin, est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui t'accompagne au quotidien ou hebdomadaire? Je ne sais pas exactement. Voilà, on discute, je suis forcément orienté par ce que je suis en train de penser en ce moment. Mhm. Euh, En ce moment, c'est très focus solopreneur, business. Donc, il y a cette notion j'ai noté, soit obsédé par les leviers. Mhm. J'ai un truc dans mon Notion, c'est ce qui compte, c'est de travailler mes leviers, parce que c'est Mhm. mes leviers, donc c'est mon audience, c'est ma newsletter, du coup, croissance, c'est ma capacité à créer du très bon contenu, c'est ma Mhm. capacité à développer ma marque, à avoir un réseau de plus en plus dense et Mhm. que je peux utiliser comme un levier. Toutes ces choses-là. Donc c'est plus un conseil à moi-même et un conseil aux gens, du coup. Ouais. Et on en revient, ça fait un peu la boucle de ce conseil depuis 20 minutes, là, à peu près. Mhm. C'est comment, en fait, être un... Ouais, de vivre une super vie grâce à l'économie dans laquelle on est, en fait. Mhm. Mhm. Et en faire bénéficier des gens autour de Ouais. soi, et en partant de ses proches, en allant au maximum, bah, dans nos cas, nos audiences aussi. Mhm. Mais c'est un peu ma vision en ce moment-là. Ok, ouais. Non, c'est assez à la fois altruisme, mais en même temps en mode bah plutôt que de subir ce qui nous arrive parce que ça dépend pas de nous, autant se construire une vie à partir de ce qui ne dépend pas de nous. Au sens, bah voilà, ça va être comme ça, là, ça va forcément évoluer et guider un petit peu les personnes qui en auront besoin. On essaie en tout cas. Ouais, En tant que créateur, c'est ce qu'on. ouais, bah oui, oui. Moi, Ok. J'en ai fini avec mes questions. Je sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose que j'aurais oublié de te demander.
Non, je pense pas. Après, sur mon parcours, je pense qu'on a bien balayé l'essentiel. Mhm. Euh, non, je pense que moi, c'est le message que j'ai envie de transmettre. Je pense dans mon parcours, tu vois, c'est comment réexploiter ce que je disais avec le poker, réfléchissez à comment réexploiter ce que vous avez accumulé comme compétences, connaissances, vision, enfin, Mhm. comment dire, ouais, vision du monde de cette manière. Et je trouve que les gens ne réutilisent pas assez cette matière qui est unique au final, c'est Mhm. la somme de leurs expériences, Ouais. et c'est ce qui font qu'ils sont des individus singuliers. Et du coup, je les invite à mieux l'exploiter et à assumer leur singularité. Ce qui ne veut pas dire que c'est des gens bizarres, ça veut dire que c'est des gens qui sont uniques, parce qu'en fait, on est Mhm. tous différents. Et parce que, déjà, parce que je trouve que c'est plus cool la vie comme ça, Mhm. et surtout, enfin, et aussi, parce que c'est ce qui va être valorisé, ce qui commence à être le plus en plus valorisé déjà Mhm. aussi, dans notre société. Mhm. Je pense que l'uniformisation, le côté un peu industrialisé, euh, est un bon modèle pour l'usine, était un Mhm. bon modèle pour éventuellement pour le salarié dans certaines Ouais. boîtes, mais dans une économie plus éclatée, au sens où il y a des différents types de métiers, différents types de types comment on dit, c'était salariés, entrepreneurs, freelance, Mhm. solopreneurs, etc. On va de plus en plus chercher les gens singuliers. Mhm. Oui, carrément. Carrément. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, j'envoie les newsletters dans la tête d'un philopreneur. Mhm. C'est là, je pense, où j'ai les contenus les plus travaillés que je Mhm. produis. Ok. Enfin, c'est sûr même. Donc, ouais, dans la tête d'un philopreneur, Ok. Je mettrai le lien newsletter. en description. Je te remercie. Bien, bah écoute, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté mon invitation. C'était passionnant. Et à très bientôt. Bah ouais, merci Simon, c'était cool. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appli de podcast préféré, ça m'aide énormément. Pour en savoir plus sur l'univers de mon invité, je vous ai mis ses liens en description, il suffit de cliquer dessus. Pour découvrir mon univers, me poser une question, me suggérer un invité, le plus simple c'est de me rejoindre sur LinkedIn ou Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Idem, je vous ai mis les liens en description. Sur ce, je vous laisse, à bientôt.